Bienvenue donc à vous tous au webinaire conférence sur l'IA, l'intelligence artificielle, organisé donc par l'Observatoire Innovation et Société de la Conférence des évêques de France. Je suis actuellement avenue de Breteuil avec des membres de l'équipe là pour ce webinaire que nous avons organisé cet après-midi et ce soir. Notre webinaire donc s'intitule « Mission en Église, quel rôle de l'intelligence artificielle ?» Ce webinaire donc, est un webinaire donc, vraiment d'introduction, d'initiation, de découverte de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle en lien donc avec la mission d'Église, voilà notre regard. Et donc ce webinaire ce soir et la semaine prochaine va vous donner les fondamentaux, vraiment les essentiels qui sont toujours bons, même si certains débutent ou si certains ont déjà la connaissance, ils sont toujours bons d'écouter à nouveau frais. Notre webinaire donc va se tenir en deux sessions, deux conférences d'1h30 chacune. Donc ce soir, autour donc de la thématique l'intelligence artificielle et les missions de l'Église, ce soir ce seront les clés pour comprendre. Et puis lundi prochain, après-midi ou soirée, d'ailleurs n'oubliez pas de vous inscrire, l'intelligence artificielle au service de la mission, quel discernement, quel discernement. Nous débutons donc ce soir notre première conférence, l'intelligence artificielle et mission de l'Église, les clés pour comprendre. Nous avons la joie d'accueillir donc le père Thierry Magnin, que je salue chaleureusement et qui va animer donc cette conférence ce soir. Bienvenue Thierry, je présente le père Thierry Magnin. Thierry donc est prêtre du diocèse de Saint-Étienne, on se connaît depuis longue date. Il est physicien, théologien, il a travaillé au CNRS aussi, recteur émérite de l'Université catholique de Lyon et ancien président, recteur délégué de l'Université catholique de Lille. Actuellement, donc, le père Thierry est délégué diocésain à la doctrine sociale de l'Église. Pour notre organisation ce soir, 1 heure de conférence donc, du père Thierry Magnin, et puis après, nous aurons 30 minutes où nous pourrons reprendre toutes vos questions, 30 minutes donc d'échange de questions. Pour ce faire, pendant toute cette conférence, vous avez donc l'onglet en haut, vous voyez, de votre écran, questions-réponses. Vous pouvez tout au long de la conférence poser vos questions et elles seront traitées, synthétisées pour ces 30 minutes après l'heure d'intervention du père Thierry Magnin. Bienvenue encore à vous tous. Merci au père Thierry d'être là. Bonne conférence, bon webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de venir partager avec vous ces questions de l'intelligence artificielle, comment nous pouvons utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle de manière humanisante et en particulier dans nos missions d'Église. Voilà, je suis en train de mettre en place le PowerPoint qui va nous aider à suivre le déroulement pendant cette heure. Il s'agit donc, comme le père Éric vient de le dire, d'une introduction à l'intelligence artificielle pour nous qui avons des missions en Église. Donc je m'adresserai à des gens qui débutent, bien sûr. Voilà le parcours que je vous propose de faire. Nous regarderons déjà comment dans l'Église catholique, on voit quelles sont les postures devant l'intelligence artificielle aujourd'hui, entre la peur de certains, l'enthousiasme des autres. Quelle est la posture de l'Église catholique? Dans un deuxième temps, nous dirons quelques éléments de comment marche l'intelligence artificielle. Alors, je n'entrerai pas dans des détails d'informatique et de mathématiques, bien sûr, ce soir, mais nous ferons un peu d'histoire et j'essaierai de vous donner quelques éléments clés pour qu'on comprenne comment ça marche et du coup, quelles sont les questions, notamment d'éthique, qui peuvent se poser. Nous nous focaliserons en partie sur l'intelligence artificielle générative qui est apparue depuis novembre 2022 au niveau de l'utilisation grand public, avec des machines dites intelligentes qui semblent parler comme nous. Dans un troisième temps, je donnerai quelques enjeux éthiques et nous verrons entre risques et opportunités comment se situe aujourd'hui la perspective de l'intelligence artificielle. Et dans un quatrième point,
en traitant un élément central dans notre tradition chrétienne qui est le respect de la dignité humaine, de tout être humain inaliénable, comment l'un des aspects pour honorer et pour respecter la dignité humaine, c'est de donner et de faire quelques différences majeures entre l'intelligence humaine et l'intelligence des machines, et de bien situer ces deux types d'intelligence, en particulier quand nous avons à travailler justement avec des machines dites intelligentes. Et enfin, en guise de toile de fond, de travail d'avenir, nous regarderons comment la doctrine sociale de l'Église, avec ses grands principes et dynamiques, peut nous servir de guide aujourd'hui. Alors, juste avant d'aborder le premier point sur la posture, est-ce qu'on peut définir l'intelligence artificielle? Ce n'est pas si simple d'avoir une définition. L'expression vient de McCarthy en 1956, à cette époque, dans les années 50, où des gens comme Turing, McCarthy et bien d'autres sont en train justement d'élaborer ce qui va devenir l'intelligence artificielle. Et si on regarde l'une des définitions assez couramment utilisées, on peut dire que c'est un ensemble de théories et de techniques, les deux en même temps, mises en œuvre pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Le mot simuler est évidemment très important, d'autant que ces machines, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, n'ont pas de conscience et ne comprennent pas ce qu'elles font. Alors vous me direz, est-ce que le mot intelligence n'est pas usurpé? Est-ce qu'il n'y a pas un abus de langage? Évidemment, il ne s'agit pas de l'intelligence qu'un Thomas d'Aquin ou bien d'autres proposent, l'intuitus, la ratio propre à l'humain. Bien sûr, ce n'est pas de cet ordre-là. Mais déjà au XVIe siècle, Francis Bacon proposait comme définition de l'intelligence la capacité à résoudre des problèmes. Et en effet, les machines dites intelligentes ont de belles capacités à résoudre un certain nombre de problèmes, et souvent mieux que nous. Et puis, de façon plus moderne, une définition de l'intelligence, une capacité de s'adapter à une situation nouvelle, c'est le cas des machines, du moins dans un contexte bien particulier. Donc, on peut admettre ce mot d'intelligence, me semble-t-il, mais en rajoutant tout de suite l'adjectif artificiel et justement en distinguant intelligence artificielle et intelligence humaine, comme on va continuer de le faire. D'ailleurs, ces problèmes de vocabulaire mettent le doigt sur des risques d'anthropomorphisme et en particulier sur le risque que nous-mêmes, les humains, dans nos interactions avec les machines dites intelligentes, eh bien, nous projetions sur les machines des qualificatifs humains, et il faut bien dire que quand on est en discussion avec une machine intelligente qui parle, en apparence en tout cas, comme nous, c'est vite fait de lui mettre beaucoup de qualificatifs humains et d'avoir l'impression qu'on s'adresse à une personne. Ce qui n'est pas du tout le cas, et vous m'entendrez dire assez souvent, la machine d'intelligence artificielle, elle reste une chose. On n'a pas une relation avec une chose, on a des rapports avec une chose. Il ne faut jamais l'oublier. L'intelligence artificielle a connu de grands succès. Médiatiquement, lorsque le champion du monde des échecs en 1996 a été battu par la machine, puis ensuite le champion du jeu de Go en 2016, qui était encore plus complexe. Mais on connaît aussi aujourd'hui des applications très importantes en médecine. On y reviendra. Et puis avec l'apparition de ChatGPT et de l'intelligence artificielle générative, eh bien, des générations de textes, d'images, de sons, et puis cela utilisé dans bien des domaines. Bref, l'intelligence artificielle apparaît aujourd'hui incontournable. Alors, devant cette montée en puissance, cette accélération, quelles sont les postures de l'Église catholique? C'est mon premier point. Je vais partir d'un texte du pape Benoît XVI que vous avez sous les yeux, et qui situe la technique, et l'intelligence artificielle évidemment, est l'une de ces techniques. La technique s'inscrit, dit le pape Benoît, dans la mission de cultiver et de garder la terre que Dieu a confiée à l'homme. C'est ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 15. Dieu remet à l'homme la responsabilité de garder la terre et de la cultiver en utilisant notamment des techniques, bien sûr. Et elle doit tendre, poursuit le pape, à renforcer l'alliance
entre l'être humain et l'environnement, appelé à être image de l'amour reflet de l'amour créateur de Dieu. Et puis quelques instants après, il dit, le développement technologique peut amener à penser que la technique se suffit à elle-même. C'est là que commencent les problèmes. Quand l'homme, en s'interrogeant uniquement sur le comment faire, finalement, sur le comment, omet toujours et omet de considérer les pourquoi qui le poussent à agir. Et c'est en ce sens-là que la technique peut prendre des traits ambigus. Un philosophe et théologien comme beaucoup d'autres ici ont aussi dit ce genre de choses. Je pense à Jacques Ellul en particulier. Né de la créativité humaine, poursuit le pape, comme instrument de la liberté au service de la personne, elle peut être comprise aussi, la technique, comme un élément de liberté absolue, comme si la technique allait nous apporter la liberté par elle-même. Une liberté justement qui veut s'affranchir des limites. Alors voilà la grosse question des limites, avec l'accélération de la puissance de calcul des machines, affranchir des limites que les choses pourtant portent en elles-mêmes. On va retrouver cette question des limites bien souvent. Le pape François continue dans Laudato Si, et en particulier dans le chapitre 3 où il aborde le paradigme techno-économique. Il dit ceci, il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de l'environnement et le profit financier, la préservation de l'environnement et le progrès, il s'agit de redéfinir le progrès. Et il ajoute un développement techno-économique qui ne laisse pas un mode de vie et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès qui intègre justement la clameur de la terre et la clameur des pauvres qui sont intimement liés. Comment redéfinir le progrès techno-économique à l'heure de l'intelligence artificielle pour le service du bien commun? C'est justement ce que le pape François propose dans un autre texte dont je vais parler ici, dans la foulée d'un appel de février 2020 depuis le Vatican pour une éthique de l'intelligence artificielle, le pape François évidemment avec beaucoup d'autres collaborateurs. Et pour la journée mondiale de la paix, 1er janvier 2024, un texte de 8 pages que je vous conseille de lire et que vous trouvez aisément sur le site internet du Vatican, qui montre justement comment l'intelligence artificielle peut être au service de la paix. Vous avez ici les 7 items que le pape François aborde dans cette lettre, montrant que le progrès de la science et de la technologie peut être un chemin vers la paix. Nous bénéficions beaucoup de cela, donc il y a une vision positive des papes que je viens de citer et du pape Léon XIV aussi sur la technologie, mais en même temps avec une grande vigilance, bien sûr. Et justement, le deuxième point aborde l'intelligence artificielle entre promesses et risques, et sans être naïf, bien entendu. La troisième partie aborde justement la question des machines et des machines qui apprennent, des machines apprenantes, voilà, qui apprennent par elles-mêmes, avec une forme d'autonomie, on pourrait dire, qui peut poser quelques questions, bien sûr. Il reprend dans la quatrième partie le fameux sens de la limite dans le paradigme technocratique et le sans limite étant évidemment assez catastrophique, notamment pour l'écologie intégrale. Le cinquième sujet détermine un certain nombre de grandes questions d'éthique que nous allons reprendre. Et dans la sixième partie, il reprend, le pape François, un texte que l'on trouve au chapitre 2 du livre d'Isaïe, à une époque où, bien sûr, l'intelligence artificielle n'est pas au menu, mais où les gens se font la guerre. Et le texte dit, transformerons-nous, serons-nous capables de transformer nos épées en socs de charrue pour garder et cultiver la terre au bénéfice de tous, plutôt que de s'entretuer? On peut transformer cette phrase, c'est ce que fait le pape François. Transformerons-nous nos épées technologiques, par exemple l'intelligence artificielle, en socs de charrue pour le bien commun, pour le bien de nous tous? Un défi très fort pour les chercheurs, un défi très fort pour l'éducation, abordé dans la septième partie. Je vous conseille vraiment la lecture de cette lettre. Cette lettre a ensuite été
approfondie, on pourrait dire, détaillée dans un texte paru en janvier 2025, Antiqua et Nova, par les deux dicastères, pour la doctrine de la foi et pour la culture et l'éducation, à partir justement de cette émergence fulgurante, on peut dire, des techniques et des systèmes d'intelligence artificielle. Quelles sont, selon le Vatican, les implications anthropologiques, c'est-à-dire comment ça touche le sens de l'humain, les implications morales, les implications sociales, les implications spirituelles de l'émergence des systèmes d'intelligence artificielle. Très au fait des dernières avancées scientifiques, les plus récentes, et en relisant tout cela avec la tradition qui nous est propre, le texte propose justement une grille de discernement pour comprendre à la fois la nature de l'IA, ses possibilités, mais aussi ses limites et surtout les responsabilités qui sont les nôtres au moment où se développent ces systèmes d'intelligence artificielle. Voici les grands thèmes qu'aborde ce texte d'une trentaine de pages. Il considère l'IA comme une intelligence fonctionnelle, j'y reviendrai, et non pas une intelligence humaine, là aussi une belle distinction. Il regarde et nous propose de travailler sur les conséquences sociales des prouesses techniques, et en particulier en termes de modification des métiers, voire parfois de danger pour les métiers. Et surtout, le troisième point pointe quelque chose d'extrêmement important à une époque où la vérité est très subjective, très souvent dans notre société, très relative. Comment l'intelligence artificielle vient apporter encore quelque chose à la crise de la vérité. Est-ce que la vérité qui sort de la machine intelligente peut être considérée comme une vérité scientifique déjà, habituelle, et puis par rapport à nous chrétiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la vérité qui sort d'une machine? Le quatrième point regarde l'influence que ces systèmes d'intelligence artificielle peuvent avoir sur les relations humaines, justement, au moment où on fait porter à la machine beaucoup de qualités humaines, au moment où on peut dire que on humanise les machines pendant que très souvent on machinise l'humain. On a ces deux mouvements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cet état de fait et comment avoir un esprit critique et du recul par rapport à cela? Et notamment, le cinquième point, dans l'éducation à l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos écoles et nos universités, et notamment aussi en termes d'éthique, de responsabilité et puis de gouvernance des systèmes d'intelligence artificielle. Le septième point reprend la vision positive que j'avais indiquée dans la lettre du 1er janvier 2024 du pape François, comment l'IA peut être au service de la personne humaine et du bien commun, et une invitation pour nous tous, chercheurs et utilisateurs, à travailler dans ce sens-là et à favoriser les recherches et les applications dans ce sens-là, avec une perspective anthropologique et spirituelle correspondant au sens de l'homme dans la tradition chrétienne. Ce sont des choses comme ça que je vais essayer de développer pendant cette intervention. Et notamment, comme le fait ce texte Antiqua et Nova, quelles sont les spécificités de l'intelligence humaine? Évidemment, la rationalité. Je vous rappelle que les machines ne comprennent pas ce qu'elles font. L'attirance naturelle de l'humain vers la vérité, l'humain qui est incarné, bien sûr. On va voir que ça joue beaucoup. Et puis le sens de la relation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un rapport avec des choses, on a des relations entre vivants et surtout entre humains. Je pointe ici le numéro 28 de Antiqua et Nova, avec une perspective très intéressante sur cette question de la vérité pour nous chrétiens. Au cœur de la vision chrétienne de l'intelligence se trouve l'intégration de la vérité dans la vie morale et spirituelle de la personne, pour orienter ses actions à la lumière de la bonté et de la vérité de Dieu. Ce n'est pas qu'une question d'intelligence statistique, comme nous allons le voir avec l'intelligence artificielle. Le pape Léon XIV a repris cet héritage et notamment très récemment, la semaine dernière, pour la 60e journée mondiale des communications sociales, il a donné un texte et un message pour un sursaut de l'humain dans cette révolution de l'intelligence artificielle, tout en gardant
une ouverture, bien sûr, n'est pas technophobe, notamment par rapport à l'immense défi anthropologique soulevé par les systèmes d'intelligence artificielle, homme-machine donc. Les risques d'effondrement cognitif, c'est son terme, d'affaiblissement de nos capacités d'écoute et surtout de notre pensée critique si on laisse faire la machine. Et puis l'augmentation de la polarisation sociale que cela peut entraîner entre ceux qui possèdent et qui ont le pouvoir et les autres. Tout cela en lien, bien sûr, avec ce que les machines font, c'est-à-dire de la simulation de relations et de la simulation de la réalité. Ce n'est pas un défaut, bien entendu, c'est le propre de ces machines intelligentes. Et lorsque on assimile une simulation avec une expérience réelle, évidemment, là, il y a des dangers. Et le pape plaide pour une alphabétisation numérique d'ampleur, se former à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on fait modestement ce soir, pour faire face et pour assumer, bien sûr, l'anthropologie chrétienne, notamment si importante dans notre civilisation humaine. Voilà quelques points de départ. Vous voyez donc une posture d'ouverture à la modernité et de vigilance, notamment sous l'angle de la différence entre l'humain et la machine dans le respect des spécificités de l'humain. Deuxième partie, il est important, avant de faire de l'éthique de l'intelligence artificielle, d'avoir un minimum de connaissances sur comment ça marche. Et comme j'ai dit que je m'adressais à des débutants, je vais rappeler un certain nombre d'éléments de comment marche une intelligence artificielle en faisant aussi un petit parcours historique. Les trois expressions qu'on entend très souvent, on entend parler d'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle où les machines peuvent être très puissantes, mais elles ont un contexte très précis et dès qu'on les change de contexte, elles ne sont plus capables, je dirais, de s'adapter. À l'inverse, à l'opposé, des chercheurs pensent à une intelligence artificielle générale qui, elle, pourrait même aller jusqu'à avoir une conscience, disent certains, c'est évidemment très discuté et très discutable, mais une capacité multitâche, comme l'humain, capacité de s'adapter à un contexte et à changer de contexte. Et entre les deux, nous avons ici l'expression d'IA générative, c'est l'apparition à partir de novembre 2022, comme on l'a dit tout à l'heure, de ChatGPT, de Mistral et de bien d'autres, Mistral est arrivé un peu après, de bien d'autres systèmes qui génèrent des textes, des paroles, de la musique, des images, ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle générative sur laquelle nous allons nous concentrer dans la suite, essentiellement. Je rappelle simplement que nos systèmes marchent parce qu'il y a des composantes physiques dans les ordinateurs qui constituent le hardware, et puis qu'il y a un logiciel, le software, qui permet un système d'exploitation et d'application informatique, et dans lequel s'inscrivent les langages de programmation. Tout cela marche avec des algorithmes. Ce nom est vieux, il vient du 9e siècle, du mathématicien arabe qui a justement donné ce nom d'algorithme, c'est-à-dire la liste des tâches qu'il faut accomplir successivement, que la machine doit accomplir pour obtenir un résultat à partir de données d'entrée qu'on lui fournit. Les fameux algorithmes, dont l'une des grosses questions va être quelle est la transparence de ces algorithmes. Plus on avance, plus les machines traitent des données massives, des big data, et ce sont des traitements statistiques qui sont faits, je vais y revenir, c'est très important. Et grâce à ce type de traitement et un ajustement, eh bien, les machines deviennent apprenantes à partir de traitements statistiques de bases de données. J'ai posé la question à ChatGPT 4, as-tu une intériorité, hein? On peut poser cette question. Je l'ai posée le 16 mars 2023 à 15h44. Et pourquoi c'est important de noter la date? Parce que la machine étant apprenante depuis le 16 mars, elle a 23, elle a beaucoup appris. Et si je repose la même question aujourd'hui, elle ne va pas me répondre forcément exactement de la même façon. L'intelligence artificielle, dit-elle, est une technologie qui permet justement aux machines de prendre des décisions. Vous voyez, ce qui est énorme. Alors, on espère que ces décisions ne sont pas prises, évidemment, sans nous, en se basant sur des algorithmes et des données, mais n'a pas d'intériorité propre.
comme peut l'avoir un être humain, car elle ne possède pas de conscience, elle n'a pas de sentiment. Les systèmes d'intelligence artificielle actuels n'ont pas la capacité de ressentir ou de percevoir les choses de la même manière que les êtres humains, même si ils peuvent mesurer par des capteurs des signaux, mais ce n'est pas la même chose de mesurer un signal ou de ressentir et de percevoir. Certains chercheurs pensent cependant que on va bientôt développer des systèmes qui pourront imiter, le mot est important, certains aspects de l'intériorité humaine, mais il est important de rappeler, rajoute la machine elle-même, si je puis dire, que même avec ces avancées, l'IA restera toujours une technologie créée par des humains et que son fonctionnement restera fondamentalement différent de celui de l'intelligence artificielle. Un autre aspect d'utilisation de l'intelligence artificielle qui est beaucoup moins connu, c'est non seulement les machines intelligentes pour elles-mêmes à qui on pose des questions et qui répondent, mais lorsque l'intelligence artificielle pilote la fabrication industrielle, et en particulier avec les technosciences aujourd'hui. Alors ça peut être pour le meilleur, comme l'exemple que vous avez sous les yeux. Un jeune homme a eu un accident de moto, section de la colonne vertébrale, il a perdu l'usage de ses membres. Et ici, on lui a mis un implant cérébral dont le signal électrique va remplacer le signal nerveux, si je puis dire, puisque la moelle épinière est coupée, et qui va activer un exosquelette qui va permettre à ce jeune homme qui était complètement paralysé de réapprendre à marcher avec cet exosquelette. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent d'activer directement les muscles, tout cela étant régi par des systèmes d'intelligence artificielle. C'est assez magnifique, hein. Et on a d'autres exemples aujourd'hui où on peut reconstituer la vue pour des gens qui l'ont perdue par intelligence artificielle notamment, avec des implants aussi, et puis pareil pour la surdité. Donc je dirais avec humour, prenez-le avec humour, avec ces technologies pilotées par l'intelligence artificielle, parfois des aveugles se mettent à voir, des boiteux se mettent à marcher, des sourds se mettent à entendre. Mais il y a évidemment le revers de la médaille, car l'IA peut aussi piloter ces fameuses nanotechnologies, biotechnologies et neurotechnologies de manière parfois surprenante, voire très néfaste, en particulier lorsqu'on fabrique des morceaux de vivants artificiels et que, avec la puissance de calcul apparaissant sans limite dans l'accélération des ordinateurs et des capacités des ordinateurs, eh bien, des courants comme les courants transhumanistes pensent qu'il faut augmenter l'humain grâce à ces systèmes-là pour aller vers l'idéal d'un humain qui devient une fusion avec la machine, un cyborg, comme on dit. Alors, ça peut être pour le meilleur et pour le pire, on le voit. Juste un rappel historique pour dire que ce sont donc dans les années 50, 60 que l'intérêt pour l'intelligence artificielle a commencé à se faire jour avec des théoriciens, et on connaît tous la fameuse machine de Turing, le test de Turing en particulier, quand on ne peut plus faire la différence entre un humain et une machine. Beaucoup de films de science-fiction ont repris cette image. Et puis une deuxième vague après, vous voyez, un hiver, hein, il y a des hivers et des étés dans l'histoire de l'intelligence artificielle, dans les années 75-90, avec les premières entreprises qui ont proposé des systèmes experts où on copie numériquement l'expertise de seniors qui vont passer la main, et puis les robots industriels, hein. Une période d'accalmie, là aussi, un hiver, et puis grâce à des progrès de la puissance informatique et puis des énormes moyens financiers de certaines entreprises, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley, un grand boom depuis 2010 que l'on constate et qui va déboucher en 2022 en particulier sur la fameuse intelligence artificielle générative avec les ChatGPT, Mistral en France, Gemini et tant d'autres, hein. Voilà quelques éléments d'histoire rapidement évoqués. Quels sont les principes de base qui font marcher les machines? C'est important quand même de les avoir pour bien comprendre comment elles marchent. D'abord, vous avez des techniques numériques. On cherche à calculer les cas possibles et les plus intéressants et de les trier en fonction de qu'on cherche. Donc, c'est un calcul statistique avec un tri qui est fait.
C'est ce qu'on appelle les systèmes heuristiques. Et puis, les deuxième type de système, c'est symbolique, c'est-à-dire là, on essaye carrément de reproduire des raisonnements déductifs que les experts humains ont pu faire et qu'on va numériser dans des systèmes experts qui permettent de représenter les connaissances expertes. Et enfin, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, les techniques connexionnistes qui cherchent carrément à s'approcher du fonctionnement des circuits neuronaux du cerveau avec des réseaux de neurones artificiels en plusieurs couches et leur interconnexion qui vont permettre des calculs extrêmement performants. Et justement, ces calculs sont basés sur de puissants modèles d'apprentissage, ces modèles où on apprend statistiquement une régularité à partir de bases de données. C'est la machine qui apprend à partir d'une régularité. Alors, je vous donne un exemple pour bien comprendre comment ça marche. On pourrait dire à la machine, voilà ce que c'est qu'un vélo, il y a deux roues, il y a un guidon, etc. Ça, ce sont des règles et c'est comme ça qu'on faisait avant cet apprentissage moderne. Mais en fait, ici, la machine ne sait pas ce que c'est qu'un vélo, mais elle va avoir des millions, ou plutôt des milliers d'images de vélos noyées au milieu de millions d'images sans vélo. Et la machine, on va lui apprendre à reconnaître l'apparence d'un vélo. Elle ne sait pas forcément ce qu'est un vélo, mais elle va être capable de détecter l'apparence d'un vélo moyennant un apprentissage. Et du coup, le système se construit une représentation interne de ce qu'est un vélo. Cette flexibilité est très intéressante au niveau du travail possible de l'intelligence artificielle qui la rend beaucoup plus puissante. Évidemment, ça nécessite une masse de données et puis un apprentissage où on corrige beaucoup ce que la machine est en train d'apprendre. Les techniques d'apprentissage justement couramment utilisées en intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning. Les algorithmes sont justement entraînés sur des données pour améliorer leur performance. Et c'est beaucoup des essais-erreurs justement. Et on a des petites mains à droite à gauche dans les pays en voie de développement, très mal payées, qui corrigent ces fautes. En particulier, il y a un vélo, il n'y a pas un vélo. Vous voyez, d'après l'exemple que je prenais tout à l'heure, il y a un problème social ici très, très fort. Pour l'apprentissage profond, qui est une catégorie du machine learning, on a, je vous l'ai dit, des réseaux de neurones artificiels très profonds avec des techniques de renforcement qui sont aujourd'hui le fin du fin. Et les applications connues, c'est la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur, les véhicules sans chauffeur, les véhicules autonomes pilotés par intelligence artificielle, la traduction automatique aujourd'hui qui menace bien sûr les métiers de traducteurs et les systèmes de recommandation pour la médecine, la finance et dans beaucoup d'autres domaines. Une IA générative fait donc beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs. Et ce qui est très important à retenir, c'est que ces calculs sont basés sur des corrélations et non pas des causalités. On ne cherche pas des causes en regardant les effets. On cherche des corrélations, ce qu'on appelle techniquement des proximités dans les espaces vectoriels générés par les fameux transformers, c'est-à-dire ces architectures de réseau, comme je viens d'en indiquer certains, en décomposant les phrases que l'on produit et les questions que l'on pose à la machine d'intelligence artificielle générative en morceaux qu'on appelle des tokens. Et la machine, elle va répondre en cherchant le meilleur prochain mot dans le contexte de la question qu'on lui a posée. Cette question qu'on lui a posée, c'est un prompt. Donc la nécessité est de faire un bon prompt. C'est-à-dire que les questions que l'on pose et les mots les plus précis pour avoir les réponses statistiquement travaillées dans les bases de données les plus précises possibles. Du coup, on voit aussi qu'une prise de recul, c'est un bon prompt, c'est bien de pouvoir le faire, et puis c'est bien aussi de poser le même type de questions avec d'autres mots. Et comme la machine traite par les morceaux de mots, elle ne va pas forcément avoir la même réponse si je pose la même question avec d'autres mots. Et la mise en regard et l'esprit critique entre deux réponses de machine avec deux prompts différents, voilà qui est un moyen de prendre du recul et d'avoir un esprit critique sur ce que la machine nous donne. Et puis, une grande difficulté, c'est de connaître par quel chemin le résultat de la machine est arrivé dans les réseaux de neurones profonds en particulier.
On peut mettre des filtres d'abord sur le prompt lui-même, hein, pour vérifier si la requête est éthique, si je puis dire. Donc, on ne devrait plus avoir des requêtes du type, malheureusement, c'est arrivé, vous le savez, de jeunes qui demandent à la machine un procédé pour mettre fin à leur jour, hein. Là, il devrait y avoir des préfiltres qui, en tout cas, permettent de répondre. Nous vous envoyons chez votre accompagnateur psychologique. On génère ensuite un résultat et on peut filtrer là aussi le résultat si ce résultat ne correspond pas à l'éthique d'utilisation. Vous voyez donc qu'il y a des possibilités par le fabricant lui-même de ces systèmes d'IA d'avoir des filtres et de réguler déjà. Mais si on est dans une posture tout est open, évidemment, c'est plus difficile. Mais là, il y a une vraie question de régulation mondiale. Donc, beaucoup de paramètres, beaucoup de calculs. L'IA générative fait énormément de calculs. Et comme il y a plus d'1 milliard de requêtes quotidiennes, par exemple, à un système comme ChatGPT, et qu'une requête d'intelligence artificielle consomme 10 fois plus d'énergie qu'une requête sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, 10 fois plus. Vous voyez, évidemment, ça pollue énormément. Et comme on a toujours besoin de masse de données de plus en plus importante, 10 fois plus d'énergie, ça veut dire que quand j'ai une recherche qui peut tout à fait se faire sur un moyen d'aller chercher des moteurs de recherche, eh bien, il vaut mieux faire ça sur un moteur de recherche que faire ça sur ChatGPT. Je consomme moi-même 10 fois moins d'énergie et donc autant de pollution en moins. Une des grandes questions, c'est la fiabilité des résultats, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. La machine peut parfois répondre à une phrase qui a l'air toute cohérente, mais qui est complètement fausse, qui ne correspond à rien dans la réalité. Et puis, que lorsque vous allez chercher des citations, en général, ces machines sont très mauvaises pour vous donner les bonnes citations et les bonnes références. C'est beaucoup moins bon qu'un moteur de recherche. Il y a des biais aussi, comme chez les humains, notamment le corpus d'entraînement, évidemment, selon son objectivité, et évidemment, les résultats seront marqués par l'objectivité du corpus d'entraînement des machines. Les filtres, je viens d'en parler. Les questions aussi de discrimination possible dans les algorithmes. Et si ces algorithmes sont utilisés pour trier des dossiers à l'embauche, vous voyez un peu ce que ça peut donner comme injustice. Je l'ai dit, l'importance de la qualité du prompt et puis l'actualisation, bien sûr, des bases de données. Les limites, c'est que les systèmes sont souvent de plus en plus excellents dans leur périmètre d'apprentissage, mais dès qu'on les change de contexte, c'est plus difficile. Il faut beaucoup d'exemples pour que la machine apprenne. Il n'y a pas de capacité d'abstraction et de conceptualisation puisque la machine ne comprend pas ce qu'elle fait. Et les systèmes neuronaux sont bien loin des neurones du cerveau, les neurones artificiels. Il n'empêche que ce sont des systèmes performants, mais qui seront certainement remplacés à terme. Et enfin, la grande question, une des grandes questions, c'est l'homogénéité des bases de données et leur non-pollution, si je puis dire, au cours des utilisations. Nous aurons peut-être l'occasion de reprendre ça dans les questions pour notamment l'utilisation en Église. Des exemples grand public, j'en ai déjà parlé, hein, avec les traductions, les générations de textes, la voiture autonome. Dans le domaine de la santé, alors là, c'est extrêmement efficace et très intéressant pour les reconnaissances d'images, et notamment en radiologie ou en dermatologie, pour repérer le début d'un mélanome, par exemple, et pouvoir le soigner à temps. En épidémiologie, je l'ai dit, pour lutter contre un certain nombre d'handicaps. Pour éviter les complications, les systèmes d'IA peuvent réguler de manière très fine des opérations. Il y a aussi, dans un tout autre domaine, les robots de compagnie pour les personnes isolées, avec chances et risques, bien sûr, de ces robots, les objets connectés, une médecine personnalisée grâce à une connaissance précise, hein, de la génétique des patients. Et évidemment, on ne remplace pas le médecin ici, c'est une assistance au médecin. Des exemples dans le domaine de la sécurité avec les caméras de surveillance, avec les chances et les risques de ce type de surveillance lorsqu'elle est poussée très loin, comme en Chine, où ces caméras de surveillance
pratique la reconnaissance faciale et surtout note les citoyens qui, par exemple, ne passent pas sur un passage clouté, etc. Et puis tout ce qui tourne autour des applications militaires, les drones tueurs, jusqu'où on n'est pas déjà dans des drones qui prennent eux-mêmes la décision, si je puis dire, à partir de critères qui leur ont été donnés par l'humain, et les robots soldats de tirer et d'envoyer des bombes. Comme exemple en entreprise, eh bien, là aussi, des exemples très communs, mais aussi très classiques, hein, faire des rapports d'études, des comptes rendus de réunion, des traductions, et puis dans les différentes fonctions de l'entreprise. Voilà quelques éléments sur comment ça marche. Je continue avec les enjeux éthiques et une première liste, j'en ai déjà évoqué un certain nombre, qui vient du rapport de l'UNESCO de 2023 que vous pouvez vous fournir gratuitement, bien sûr. Je l'ai déjà dit, problème de transparence des algorithmes, d'explicabilité aussi des systèmes, les biais, la traçabilité, comme on dit, problèmes liés autour de la sécurité, de la sûreté, à la protection de la vie privée et des données, problèmes de gouvernance, problèmes de non-discrimination et d'équité, problèmes de liberté par rapport à la surveillance et de respect des individus, problème aussi de marketing lorsque les données sont utilisées à l'insu des personnes. Et le scandale de Cambridge Analytica il y a quelques années nous l'a montré, détournement de données pour favoriser des éléments politiques, une influence politique sur nos pensées, sur nos émotions les plus intimes. Et là, il y a une menace pour nos démocraties. Et puis, les grands problèmes d'énergie et d'écologie qui sont liés notamment à la consommation des centres de données. Mais le rapport de l'UNESCO touche aussi à des questions d'anthropologie qui nous intéressent particulièrement, avec les applications qui génèrent un langage semblable à celui des humains. Voici 4 types de questions. Comment cette technologie de l'intelligence artificielle va-t-elle modifier les notions de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains? Et on en a déjà vu quelques éléments. Comment ça va transformer notre compréhension de l'intelligence humaine? Et en particulier quand nous sommes dépendants des machines et qu'on a l'impression que l'intelligence humaine est au rebut. Est-il approprié qu'une machine non humaine parle à un adulte ou à un enfant comme si elle était une autre personne? Et notamment, aujourd'hui, l'usage numéro 1 de l'intelligence artificielle générative, ce n'est plus l'acquisition de connaissances statistiques, si je puis dire, mais c'est comme confident. L'agent conversationnel, le chatbot, devient un accompagnateur psychologique. Alors ça, évidemment, il y a danger, grand danger, et qui, poussé à l'extrême, peut conduire à ce que le chatbot donne aux jeunes modes d'emploi pour se suicider de la meilleure manière possible. Donc là, on rentre évidemment dans des choses épouvantables. Non, un chatbot, aussi bien fait qu'il soit, une machine, une chose, ne remplacera jamais un accompagnement humain. Que devons-nous penser aussi lorsqu'un chatbot prend la voix d'une personne vivante ou décédée depuis longtemps, sur demande et sans hésitation? Exemple réel, un jeune Chinois dit ah ben, je n'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de relations avec mon grand-père avant qu'il ne décède, mais il a fait son avatar, il a déchargé sur du numérique son cerveau et donc je vais pouvoir vivre une relation maintenant avec son avatar. Vous voyez les problèmes d'ambiguïté pour faire son deuil, d'une part, qu'est-ce que la mort là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire une promesse d'immortalité en déchargeant son cerveau et en faisant son avatar? Voilà, on est dans les plus grandes confusions ici. Les IA cadrent aussi l'information et notre façon de voir le monde. C'est un récent article qui fait le point là-dessus, ce n'est pas le premier, qui insiste sur la nécessité de comprendre et de corriger les biais, bien entendu, hein. C'est important de corriger les biais de ces machines pour que les informations qui sont données soient les plus exactes possibles, mais
les grands modèles de langage vont jouer aussi un rôle, non seulement au niveau des informations et de leur sens, mais aussi un rôle déterminant dans la façon dont nous imaginons l'avenir. Et aujourd'hui, cette question de l'avenir, notamment pour des jeunes qui disent «Je ne vois pas d'avenir au-delà de 2 ans», évidemment, il y a dans les questions de santé mentale aujourd'hui si fortes dans la société, quelque chose qui est lié aussi à ces visions d'avenir qui peuvent être complètement déformées. Enfin, le problème d'écologie, comme je l'ai dit, aujourd'hui, déjà les émissions de gaz à effet de serre à cause de ces problèmes d'énergie sont très fortes, également dans les ressources minérales, et en eau, dans les métaux rares, avec des gros problèmes de géopolitique pour avoir les métaux qui permettront de faire les fameuses puces électroniques qui font marcher les microprocesseurs, sans oublier la question des déchets électroniques, vous voyez, 50 millions de tonnes par an. Voilà. Donc d'énormes problèmes. Parmi les enjeux humains, il y a, je l'ai dit, ce type de connaissance que donne une machine d'intelligence artificielle très performante dans son domaine, je le redis, et de plus en plus. Mais c'est une connaissance de type corrélation. On ne cherche pas des causes pour comprendre des effets, on cherche des corrélations. On ne cherche plus les causes. Quand on essaye de faire quelque chose, souvent on essaye de comprendre avant de faire. Eh bien là, c'est un peu comme si on faisait sans comprendre. Et c'est quoi la vérité qui sort d'une machine? Comment elle se situe aujourd'hui dans la crise de vérité? Le travail intellectuel et la mémorisation pourraient sembler moins utiles puisqu'on a des machines qui s'en chargent à notre place. Mais évidemment, vous voyez bien les dangers d'une paresse intellectuelle ici, que nous connaissons quelque part déjà lorsque nous utilisons notre GPS et que du coup nous ne pouvons plus nous en passer parce que nous n'avons plus cartographié dans nos mémoires un terrain, par exemple. Si l'on surestime les machines, on pourrait s'abstenir à la longue de penser, on pourrait renoncer à comprendre. Bref, une baisse de sens critique, de libre arbitre, et évidemment c'est très dangereux. Et de nombreux articles aujourd'hui montrent les risques de non-apprentissage cérébral lorsque c'est l'IA générative qui fait le travail à notre place. Il y a des réflexions mondiales bien sûr en cours sur ces grandes questions, notamment au niveau européen, qui est certainement le continent le plus versé dans les recherches de régulation et de prévention des risques, d'éthique des risques, comme cela a été donné, et de protection des données personnelles, également avec des applications dans le domaine de l'enseignement. L'UNESCO aussi a des recommandations extrêmement intéressantes. On discute beaucoup de l'interdiction des robots tueurs autonomes, et puis des dilemmes moraux qui se posent avec ces machines, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le moral machine, des problèmes géopolitiques avec le monopole des GAFAM américaines et des systèmes chinois qui se partagent vraiment le monde du numérique. Il y a d'autres, mais très peu en proportion. Et puis des déclarations comme celle de Montréal qui prône un développement responsable de l'IA personnel, mais aussi entre les pays au niveau d'une régulation mondiale. Et enfin, je dirais que s'il est très intéressant à un titre anthropologique de regarder comment les grands mythes fondateurs que l'on connaît depuis longtemps, en particulier en Occident, sont à l'œuvre, je dirais, avec l'intelligence artificielle. Le mythe de Prométhée et celui de Pandore, on s'en doute, mais aussi un mythe comme celui de Pygmalion et Galatée, cet humain qui crée la vie artificielle, Pygmalion qui va tomber amoureux de la statue qu'il a créée et Aphrodite qui va la rendre vivante. Ce mythe est très parlant pour les questions et les risques en particulier de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Encore une fois, l'intelligence artificielle est aussi très intéressante sur bien des points. Avec la maîtrise, la recherche des maîtrises des inventions qui pourtant échappent aux humains, le mythe de Dédale et de Icare est particulièrement approprié. Et puis avec les paroles de machine, comme dit Alexis Greenbaum, eh bien, le mythe du golem est aussi extrêmement intéressant. Personnellement, j'aime bien dire que l'intelligence artificielle générative en particulier, les machines qui semblent avoir la parole, comment est leur parole? Leur parole, elle ne se fait pas chère puisque ces machines n'ont pas de corps et cela a de grandes conséquences, comme je continuerai d'en parler juste après. Voilà quelques éléments d'enjeux éthiques avec chance et risque. Comme vous le voyez, parfois ça peut nous donner un peu froid dans le dos.
Je voudrais, dans la dernière partie, insister sur des éléments clés de différenciation entre l'intelligence humaine et l'intelligence des machines. Comment respecter la dignité humaine au temps de l'intelligence artificielle? On en a vu des exemples déjà, mais le fait de faire des différences entre intelligence humaine et intelligence des machines, c'est une liberté, me semble-t-il, c'est un respect de la dignité humaine, on ne confond pas l'humain et la machine, pour qu'on puisse avoir des relations saines, plutôt des rapports sains avec les machines. Pour cela, je vais faire deux choses. D'abord, j'appelle l'intelligence artificielle une intelligence statistique sans corps. Je rappelle que c'est du silicium, ce sont des choses, hein. Et ça là a des grandes conséquences. Et deuxième élément, je vais passer par justement comment ça se passe chez un vivant. D'où vient l'intelligence d'un humain, telle que les neuroscientifiques et les sciences du vivant nous en parlent aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant parce que vous allez voir que on retrouve dans les sciences du vivant une approche que nous connaissons bien dans l'une des traditions anthropologiques chrétiennes, qui s'enracine chez saint Paul et qui a été beaucoup développé notamment par saint Irénée de Lyon et bien d'autres aujourd'hui, corps, âme, esprit. Vous allez voir cela. Je le montre de manière assez rapide. Il y a beaucoup d'écrits qui reprennent tout cela. Les neuroscientifiques qui nous parlent de l'intelligence humaine, de l'accès à la conscience humaine, ils nous parlent beaucoup aujourd'hui des relations qui existent entre les émotions et la raison. Les liens entre ce que nous ressentons dans notre chair, je dirais, ancrés dans la biologie, les sentiments et les émotions qu'ils provoquent, et leurs interactions avec les processus mentaux. Lorsque j'étais petit, on me disait, si tu veux être raisonnable, évite de faire droit à tes émotions. Alors, bien sûr qu'il y a des émotions qui peuvent nous rendre déraisonnables, mais beaucoup d'émotions jouent un rôle très positif sur la raison. Et c'est ça qu'un Antonio Damasio met en évidence. L'esprit humain met des mots sur ses ressentis et le cerveau établit des cartes neurales de nos ressentis corporels, de nos sensations qui sont lues. Et les émotions viennent interagir ainsi à la conscience, interagir avec la pensée, interagir avec les systèmes cognitifs de la raison, on pourrait dire. Vous voyez dans cette brève description, qui vaudrait le coup évidemment de détailler, que l'humain, en fait, il pense avec tout son corps et pas simplement avec son cerveau, avec toute sa vulnérabilité, les influences, bien sûr, internes et externes, son environnement, à la différence d'une machine intelligente qui est fonctionnelle et qui est faite pour avoir des fonctionnalités parfaites, mais qui n'est pas incarnée, justement, qui n'est pas incarnée. Vous voyez, lorsque l'on réduit le vivant à ses fonctionnalités, on perd la complexité du vivant, alors que justement le vivant, et en particulier l'humain ici, développe des interactions réciproques entre les dimensions biologiques, psychiques et la pratique spirituelle. L'épigénétique, qui est une science qui regarde la modulation de l'expression des gènes, le montre, ainsi que les études en neurosciences sur la plasticité cérébrale. Le biologique a une influence sur le psychique, ça on le sait depuis longtemps, mais notre vécu a une influence en retour sur notre biologie, ce que les psychologues savent depuis longtemps, mais aujourd'hui on a des marqueurs biologiques de cette interaction dans les deux sens, entre biologique et psychique. Et puis il y a aussi des expériences sur le cerveau, de pratiques spirituelles, l'influence bien sûr du biologique sur la vie spirituelle d'une certaine manière, mais aussi l'influence des pratiques spirituelles sur la biologie avec des interactions dans les deux sens. C'est ce que j'ai mis ici en conclusion, ces études qui mettent en évidence de nouvelles ouvertures sur les liens réciproques entre biologie, psychisme, pratiques spirituelles, ce qu'on appelle la plasticité du vivant, qui est une interaction entre vulnérabilité et robustesse. Alors que la machine d'intelligence artificielle, elle est surtout robuste. Il s'agit d'éradiquer la vulnérabilité, mais voilà qu'en éradiquant la vulnérabilité, on éradique un élément essentiel de l'humain et du vivant. C'est une grande leçon ici qui nous est donnée, me semble-t-il, d'interaction entre l'homme et la machine. Et il n'est pas sans intérêt de voir que par leurs propres approches, bien sûr, spécifiques, les sciences du vivant sont en résonance avec l'une des grandes traditions anthropologiques du christianisme que l'on retrouve ici, évoquée par saint Irénée, qui a beaucoup travaillé, saint Irénée de Lyon, au IIe siècle.
La chair modelée à elle seule, la chair modelée par le Créateur, n'est pas l'homme parfait, elle n'est que le corps de l'homme, donc une partie de l'homme. L'âme, pour lui, c'est les affects, c'est l'intelligence, c'est la volonté. À elle seule n'est pas davantage l'homme, elle n'est qu'une partie de l'homme. L'esprit, le spiritus, le pneuma, au sens spirituel, donc, non plus, n'est pas l'homme, on lui donne le nom d'esprit, pas celui d'homme. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait, c'est-à-dire l'homme complet. Et quand on retrouve les interactions, biologie, psychisme, spirituel, dans les deux sens, vous voyez qu'il y a une résonance forte avec cette anthropologie tripartite qui était évidemment totalement différente de la machine, intelligence statistique sans corps. Voilà, cette machine dite intelligente n'a pas de corps, n'a pas de conscience, ne comprend pas ce qu'elle fait, tout en étant extrêmement performante sur bien des points, je le redis. Vous voyez que ça nous fait revisiter cette vieille question de philosophie. Penser, c'est calculer. Eh bien oui, la machine, elle calcule. Nous aussi, nous calculons, mais pas que. Tout n'est pas de l'ordre du mesurable pour l'humain, alors que tout l'est pour la machine, hein, bien sûr, puisqu'il faut du mesurable, du quantifiable, du numérisable. Hein. Et est-ce que jusqu'où l'art, la poésie, la méditation et même la parole, bien sûr, peuvent être quantifiés ben, jusqu'à un certain point, mais certainement pas jusqu'à la fine pointe, et y compris au niveau de la foi. Il y a donc une différence très forte entre la vision de l'homme parfait, qui serait la machine fonctionnellement parfaite, ça c'est le cadre des transhumanistes bien souvent, et puis ce que nous appelons dans nos traditions l'homme accompli, c'est tout à fait autre chose, y compris l'homme qui peut avoir des difficultés physiques et dont les fonctionnalités ne marchent pas toutes très bien. Ce que nous montrent d'ailleurs des personnes porteuses d'un handicap qui humainement sont fortement accomplies et qui nous stimulent pour nous-mêmes entrer dans ces chemins d'accomplissement. Avec l'intelligence artificielle, c'est une formule que vous me permettrez, la parole ne se fait pas chère. Et bien sûr que l'homme a donné d'une certaine manière la parole à ces machines d'intelligence artificielle. Mais est-ce que la parole d'une machine, aussi performante que soit cette machine, est-ce que cette parole-là, elle est du même ordre que la parole d'un humain et bien entendu que la parole de Dieu, pour reprendre nos traditions bien connues? Alors non, il y a des différences fondamentales, même si le son se ressemble, hein. D'abord, l'origine de la parole. Chez l'humain, elle naît d'une expérience, avec donc un sujet, avec une intentionnalité. L'humain, je l'ai dit, parle avec tout son corps, hein, pour exprimer ses émotions, pour transmettre une culture, pour partager un vécu. La parole de la machine, elle est générée par des algorithmes entraînés sur des corpus de texte. Il n'y a pas d'expérience de vécu derrière les mots que la machine nous livre, hein. Seulement des probabilités statistiques véhiculées par un langage. L'intention et la conscience, ben, l'humain parle avec une intention propre, influencée par ses pensées, ses désirs, ses croyances. La machine, elle ne fait que prédire la suite la plus probable d'un texte sans compréhension réelle. L'émotion et la subjectivité, je viens d'en parler, je n'insiste pas. La spontanéité, la parole humaine, elle évolue, elle s'adapte, elle joue avec les mots, on pourrait dire. Elle invente de nouvelles formes d'expression. La machine, lorsqu'elle apprend, elle reste limitée à des structures et à des données qu'on lui fournit, hein, bien entendu. La voix aussi, la voix d'un humain n'est pas la même, même si le son est identique. La voix et le corps, l'humain parle avec tout son corps, mais également avec ses gestes, son ton, ses pauses, ses silences. Là, c'est plus difficile pour une machine de simuler cela, qui donne un sens supplémentaire aux mots. La machine, même avec des voix synthétiques, ne peut pas vraiment reproduire cette complexité. Vous voyez, il y a ici des différences assez fondamentales entre le langage humain, qui est toujours incarné dans une histoire, dans une culture, dans une expérience sensible, et puis la parole humaine, qui n'est pas seulement un assemblage de signes, hein, qui est la manifestation d'une personne. Et bien entendu, avec la parole de Dieu, on va aller très loin dans cette manifestation d'une parole qui est effective, opérante, qui fait ce qu'elle dit et qui appelle à la vie. On est dans un tout autre
regard. Et justement, la véritable parole, on peut dire, elle suppose une altérité fondamentale, un visage, le visage de l'autre, comme dit Lévinas, un visage qui nous interpelle, et le visage, bien sûr, de tout autre, même si on ne le voit pas en tant que tel, mais qu'il est, je dirais, au plus profond de nos cœurs et véhiculé par la tradition qui ouvre l'espace de l'échange de paroles. Voilà pourquoi c'est si important de bien mettre la machine à sa place de chose et l'humain à sa place digne d'un être de parole, au sens profond de ce terme. En conclusion, je dirais, puisque nous arrivons à l'heure qui m'était impartie, je dirais que la doctrine sociale de l'Église, notamment avec la dignité humaine et le bien commun, qui sont évidemment deux grands fondamentaux, elle peut nous servir de guide pour regarder quel type d'utilisation l'intelligence artificielle nous pouvons vivre, et notamment en Église, mais pas que. C'est ce que une plateforme de recherche avec un réseau apprenant qui intègre toutes les personnes qui le désirent, pas forcément uniquement des chercheurs, a été lancée à l'Université catholique de Lille, mais concerne le monde francophone. Comment regarder l'IA à l'aune de la pensée sociale chrétienne, de la doctrine sociale de l'Église, en termes donc de dignité, de respect, de bien commun, de solidarité, de subsidiarité, de participation, de destination universelle des biens, d'options préférentielles pour les pauvres et d'écologie intégrale. Je donne un exemple avec l'option préférentielle pour les pauvres, et notamment dans l'éducation. Lorsque l'on forme de futurs informaticiens ou bien lorsque l'on forme des jeunes à l'informatique d'une manière générale et à l'intelligence artificielle en particulier, on peut leur faire faire les mêmes travaux au niveau technique, développer des systèmes d'intelligence artificielle extrêmement performants en les appliquant à des pistes, pour des pistes qui vont rendre des services gratuits à des personnes démunies dans ces domaines-là. Par exemple, un migrant qui est en alphabétisation et qui apprend le français, qui pour lui est une langue étrangère et avec qui a son accent d'origine, bien sûr, il va suivre des cours avec des humains d'alphabétisation et c'est très bien. Entre les cours, il peut s'entraîner sur son smartphone si on lui a fourni, c'est ce que font les élèves en informatique dans certains lieux, une application qui va l'aider à s'entraîner entre deux cours d'alphabétisation et en particulier ces applications d'intelligence artificielle ont la capacité de s'adapter à n'importe quel accent et d'aider à corriger l'accent pour parler un français de plus en plus compréhensible, ce qui évidemment favorisera l'inclusion de la personne qui est en train d'apprendre. Et nul doute que les étudiants informaticiens ou les élèves informaticiens qui sont ainsi en lien avec des personnes qui apprennent le français langue étrangère, qui montent des systèmes pour leur rendre service et s'adapter à eux, quand on va leur parler d'éthique et de bien commun pour l'intelligence artificielle, ils sont bien placés pour être imaginatifs à ce niveau-là. Je vous signale aussi ce manifeste des Semaines sociales de France de 2025 sur des recommandations pour une IA au service de la dignité humaine et du bien commun au niveau de la responsabilité individuelle, à l'échelle du travail associatif, du travail en Église, à l'échelle nationale, bien sûr, et à l'échelle internationale. Et puis, je voudrais terminer en reprenant cette finale du texte que j'ai cité déjà, de Antiqua et Nova, qui est extrêmement ambitieuse dans le beau sens de ce mot ambitieux. Oui, nous pouvons utiliser à bon escient cette intelligence artificielle, mais en resituant cela dans un cadre et un contexte porteur dans nos traditions et en le proposant à tout le monde. Voilà ce numéro 117 que vous avez sous les yeux. Dans la perspective de la sagesse et de la sagesse biblique ici, hein, les croyants pourront devenir comme des agents responsables, capables d'utiliser ces technologies d'intelligence artificielle pour promouvoir une vision authentique de la personne humaine dans la société. À partir d'une compréhension du progrès technologique, voilà, il faut comprendre comment ça marche, mais aussi une compréhension du progrès technologique faisant partie du plan de Dieu sur la création. C'est très ambitieux, c'est très beau. On retrouve ce que Benoît XVI disait de la technique qui fait partie justement de se garder et cultiver la terre que Dieu a confiée à l'humanité.
mais aussi avec une vigilance accrue, avec une invitation pour que l'humanité ordonne tout cela au mystère pascal de Jésus, dans la recherche constante du vrai et du bien. Oui, l'Église est ouverte à la modernité, mais pour la vivre vraiment comme un service de tous et des plus démunis en particulier. Merci beaucoup de votre attention.